L'économie circulaire, pour nous, c'est l'avenir, et le jetable aujourd'hui et le réutilisable de demain. Convaincu qu'aujourd'hui, les pionniers de l'économie circulaire deviendront les leaders économiques de demain. Il faut comprendre que l'économie circulaire, c'est moins de ressources naturelles, moins de déchets et moins de gaz à effet de serre. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et surtout, tout ou presque se réutilise. Bienvenue dans Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire. L'économie circulaire, sur le papier, c'est bien. Mais ce concept vertueux passe-t-il l'épreuve du terrain ? Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons des responsables et personnes dirigeantes convaincus par ce modèle. Ils nous partagent leur retour d'expérience et des récits d'entreprises qui se sont créées ou ont migré avec succès vers un modèle d'économie circulaire. Marie Nagy est cofondatrice de Reuse It, une marque de couverts réutilisables et compostables made in France qui répond aux enjeux de la loi AGEC. Jules Coignard est cofondateur de Circulaire, une association et une entreprise qui accompagne les grands groupes et les collectivités dans leur transition vers l'économie circulaire. Enfin, Alejandro Tostado, basé à Madrid, est le responsable européen pour le développement durable au sein de Shep, dont le modèle économique de location-gestion de palettes est circulaire par essence. L'économie circulaire, sur le papier, c'est un concept qui consiste à limiter l'utilisation de ressources ou allonger leur durée de vie dans son fonctionnement industriel. Ces modèles d'entreprises innovantes sont d'abord le fait d'hommes et de femmes éclairés, qui cherchent à faire vivre une vision. Marie Nagy nous raconte la jeunesse de Reuse It. L'histoire, elle a commencé avec Armand, on était encore étudiants et c'est à la cafétéria de notre école où on a vu en effet de la vaisselle en plastique sur le campus pour manger, que ce soit sur place ou à emporter. Donc c'était les pailles, les gobelets, les assiettes et les couverts. Et la loi AGEC n'était pas passée à l'époque et on voyait des solutions qui commençaient à émerger au niveau mondial, des couverts qui sont à partir de son de blé, des couverts comestibles et on s'est dit pourquoi pas faire une gamme de couverts qui va répondre pleinement aux enjeux de demain. Pour rappel, AGEC est l'acronyme de Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. La loi, qui a été promulguée en 2020, se compose de 130 articles qui visent à lutter contre le gaspillage et à promouvoir le recyclage et la réutilisation des ressources. Revenons-en au projet de Marie Nagy et de son associé. En quoi est-il circulaire ? Tout d'abord parce qu'il réutilise un produit qui, sinon, deviendrait un déchet. Explication. On s'inscrit pleinement dans une dynamique d'économie circulaire. Ce sont vraiment nos valeurs avec Armand. On voulait vraiment, dès le démarrage, être pleinement dans cette dynamique-là. Donc, on s'est dit, c'est bien de remplacer le plastique à usage unique, mais à partir de quelle matière on peut faire cela ? Et on s'est intéressé aux coproduits de l'industrie brassicole que l'on appelle la drèche de bière. Donc, c'est l'orge que l'on trouve au fond des cuves chez les brasseurs. Il faut savoir que pour 1000 litres de bière produite, c'est 300 kilos de drèche générée. C'est colossal. Et les brasseurs font souvent appel à des sociétés spécialisées pour s'en débarrasser. La circularité, cela peut aussi être synonyme d'économie de la fonctionnalité. L'exemple le plus connu en la matière est celui d'une célèbre marque d'imprimantes qui, en plus de vendre ses produits, propose de les mettre à disposition gratuitement sur le site de ses clients et de facturer les impressions et l'entretien. À la clé, des imprimantes mieux entretenues qui durent plus longtemps. L'économie de la fonctionnalité, c'est aussi le principe fondateur de Shep, qui loue des palettes et les entretient pour allonger leur durée de vie. Sauf que l'histoire est un peu plus ancienne, comme nous l'explique Alejandro Tostado. Oui, et dans Shep, on a fait ça depuis déjà 70 ans et on continue à le faire. Nous sommes nés circulaires, mais évidemment, on est toujours en train d'essayer de voir comment on peut améliorer la circularité. Comment on peut améliorer nos processus internes pour améliorer la manière comment on répare, où on cherche de nouveaux matériaux de production pour nos palettes et pour nos conteneurs. Comment on peut améliorer la logistique inversée avec nos clients, avec nos fournisseurs. L'économie circulaire, c'est donc une vision qui est à réinventer à toutes les étapes de la vie d'une entreprise. À ce stade, vous vous posez sans doute une question. Peut-on passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire ? En d'autres termes, que l'on empruntera à Simone de Beauvoir, si on ne naît pas circulaire, peut-on le devenir ? Réponse de Jules Coignard. Je dirais c'est que l'économie circulaire, c'est pas blanc ou noir, c'est plutôt un spectre. Donc on est plus ou moins circulaire. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il y a bien des entreprises qui sont nativement circulaires, donc qui vont grandir et se développer sur un modèle de circularité. Il y a ensuite des entreprises qui l'ont pas du tout fait, qui sont développées sur un modèle classique et qui ensuite entament une transition vers l'économie circulaire. Jules Coignard sait de quoi il parle, comme vous pourrez le constater en écoutant la jeunesse de son activité. On est parti 1 an et demi dans 22 pays, rencontrer 150 solutions d'économie circulaire. Et à notre retour fin 2016, après avoir donné quelques conférences sur le sujet, on a décidé de créer l'entreprise circulaire. Donc aujourd'hui, on accompagne les grands groupes et les collectivités publiques dans leur transition vers une économie circulaire. Ainsi,
il nous propose un exemple d'une entreprise très connue qui a réussi à intégrer de la circularité dans son modèle linéaire. Je vais prendre l'exemple de l'entreprise Decathlon, avec laquelle on travaille depuis pas mal d'années maintenant. Decathlon, on a commencé à travailler avec eux en fin 2016, justement, en faisant une première conférence pour introduire le concept d'économie circulaire. On a ensuite passé 2 jours aux Pays-Bas avec le PDG Monde, Michel Abalea, et ses équipes, justement, environnement, pour parler du modèle d'économie circulaire et voir comment ça pouvait impacter les activités de Decathlon. Quelles sont les initiatives nées de cette rencontre ? Decathlon a pas mal investi sur l'éco-conception de ses produits. Comment je vais utiliser différentes typologies de matériaux, comment je vais réduire l'utilisation de ces matériaux, comment je vais penser la conception de mes produits pour qu'ils soient réparables ou réutilisables. Ainsi, l'entreprise n'a pas eu peur de tester des business models différents. Decathlon a depuis largement déployé des modèles de location, de réparation, de seconde main, encore une fois qui sont plus ou moins viables, que ce soit d'ailleurs environnementalement ou économiquement parlant, et plus ou moins rentables en fonction de différentes caractéristiques et éléments qui font que ça fonctionne. Après ces quelques exemples inspirants, poursuivons notre exploration du modèle circulaire en le définissant un peu plus précisément. Pour cela, on laisse la parole à Jules Coignard. L'économie circulaire, elle s'appuie sur 3 piliers majeurs. Le premier qui est comment je crée de la valeur de manière circulaire, donc comment je produis durablement. Et donc là, on va avoir tout ce qui va être la conception, l'approvisionnement, la production. Et donc là, on va s'appliquer à intégrer des facteurs de circularité à l'intérieur, par de l'écologie industrielle et territoriale, par de l'éco-conception et par différentes manières de le faire. Parmi ces manières de faire, le fait de s'entourer des bons partenaires, de créer un écosystème est vraiment une caractéristique importante du modèle. Illustration avec Marie Nagy. Rappelez-vous, elle nous expliquait avoir eu l'idée de concevoir des couverts réutilisables à partir d'un déchet brassicole, la drèche de bière. Que s'est-il passé ensuite ? De fil en aiguille, on rencontre assez tôt, en 2019, une start-up qui est basée à Lyon et qui va, elle, collecter, sécher et broyer cette drèche pour en faire de la farine. On achète, nous, cette farine, donc cette drèche de bière qui a été séchée, broyée, transformée, avec des polymères naturels. Et on a vraiment, nous, eu cette envie de répondre pleinement aux besoins des industriels quand on les a rencontrés début 2020. Créer de la valeur, donc, en s'appuyant sur les savoir-faire d'un écosystème, local de préférence. Quel est le deuxième pilier de la circularité ? Jules Coignard poursuit. Le deuxième pilier, c'est comment je vais maintenir la valeur. Donc, comment je fais en sorte d'allonger et d'intensifier l'usage de mes produits par la réparation, par la seconde main, par la location. La location de palettes, c'est justement le principe de l'économie de la fonctionnalité sur lequel est basé Chep. Et là encore, la notion de partenariat est clé, comme le précise Alejandro Tostado. C'est clair que choisir les prestataires pour la transition, c'est clé. Et on doit s'appuyer sur, on va dire, un écosystème, on peut parler de l'écosystème, qui doivent être convaincus de partager des objectifs de circularité et de durabilité, on va dire. Alors, d'abord, il faut avoir une complémentarité dans les compétences. Les prestataires peuvent apporter des expertises spécifiques en matière, par exemple, d'éco-conception, en matière de logistique inversée, de réparation, de recyclage, et qu'une entreprise peut-être ne possède pas en interne. Alors, il faut s'appuyer sur ça. L'exemple de Brambles, nos fournisseurs, nos clients s'appuient dans notre expérience en termes de réparation, par exemple, en termes de logistique inversée. Créer de la valeur, la maintenir, c'est tout ? Non, Jules Coignard nous présente le troisième pilier de l'économie circulaire. Et enfin, il y a le troisième pilier, comment je vais retenir la valeur. Donc là, globalement, on va s'appliquer à réintroduire finalement la matière dans le circuit économique par du réemploi, par de la réindustrialisation, par du recyclage en dernier recours. Vous avez besoin d'un exemple ? Reprenons avec le modèle de Decathlon. Et ensuite, il y a la dernière partie, c'est comment je vais m'appliquer à récupérer mes produits, à faire en sorte qu'ils repartent dans le circuit économique, donc toute la fin de vie finalement des produits. Il y a d'ailleurs une REP, donc la responsabilité élargie du producteur, qui s'est créée sur les articles de sport et loisirs depuis. Donc clairement, le modèle aujourd'hui sur les articles de sport et loisirs a largement évolué ces dernières années. Decathlon investit assez largement sur justement l'économie circulaire, que l'entreprise a compris l'intérêt pour elle de s'inscrire dans ce nouveau modèle, parce que les consommateurs le demandent, parce que la loi le demande, parce qu'ils veulent aussi réduire leurs impacts écologiques à divers endroits. Vous comprenez à présent l'utilité du modèle circulaire, mais vous vous posez peut-être une question avant de prendre le risque de pivoter. Le marché est-il vraiment prêt ? C'est aussi une question qui a traversé l'esprit de Marie Nagy au moment de se lancer.
On s'est dit, une économie circulaire, est-ce que les gens vont être prêts à payer un produit qui est plus cher, qui est 100% fabriqué en France? Donc nous, on paye des matières premières, une industrie, du personnel français, contrairement, on va dire, à de la vaisselle qui, en bois et en bambou, qu'on retrouve majoritairement, qui vient d'Asie, de Chine, et où les coûts sont beaucoup moins importants. C'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes façons de travailler, et c'est un impact fort environnemental. Et nous, on voulait vraiment réduire cet impact-là en favorisant les circuits courts, la revalorisation de coproduits et une main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on a été confrontés au coût et on s'est dit, il faut pas que ça soit un frein. Les personnes qui entreprennent dans l'industrie circulaire se lancent parfois à contre-courant des modes de pensée et de consommation. Quel est leur secret pour transformer l'utopie en réalité? Travailler leur positionnement et surtout, prendre de la hauteur pour avoir une vision à long terme. Nous, on savait que ça allait mettre du temps pour arriver à être rentable, si on voulait vraiment cocher toutes les cases. Et c'est le cas, ça prend du temps, il faut le savoir. On va chercher des financements auprès des banques, de BPI France, qui est l'acteur majeur, en tout cas pour aider les entrepreneurs au démarrage, des subventions. Et viser vraiment là-dessus parce que le financement nous suit. Et après, la rentabilité viendra avec la volumétrie, avec les demandes clients plus fortes et une stratégie industrielle plus rodée. On le comprend en écoutant Marie Nagy, la posture des porteurs de projets est à la base de la réussite des modèles circulaires. Alejandro Tostado résume également. Il faut comprendre que l'économie circulaire, c'est moins de ressources naturelles, moins de déchets et moins de gaz à effet de serre. Alors, si on a ça dans le mindset, ça veut dire que ça va être quelque chose de mieux d'un terme financier et d'un terme environnemental. Après, évidemment, il faut mettre ça en place. Mais il faut avoir ce mindset que c'est mieux pour la résilience et le long terme de la compagnie et évidemment pour la résilience et le long terme de la planète. De la vision découle ensuite la stratégie financière. C'était très important d'allouer des budgets suffisants. Normalement, comme on a déjà dit, les investissements dans une économie circulaire, peut-être comme on change les paradigmes, le retour de l'investissement, les business cases qu'on avait auparavant, bon, peut-être ils sont un peu plus longs. Alors, il faut changer aussi le mindset, sachant que peut-être cet investissement ne va pas donner les résultats dans 2 ans, mais peut-être dans 4 ans. C'est important d'avoir ça. Et collaborer avec l'écosystème, c'est-à-dire les partenaires clés, mais aussi il faut avoir des réseaux, des communautés, des écosystèmes vraiment de compagnies qui sont déjà sur la circularité. Et c'est très important de communiquer et de sensibiliser, non seulement en interne, en externe. Justement, ce mindset, cet état d'esprit, en quoi consiste-t-il? Chez Reuse It, tout est parti d'une conviction. Quand on demande à Marie Nagy pourquoi avoir choisi un modèle circulaire, voici sa réponse. Moi, c'était vraiment de répondre à une urgence qui était le plastique, vraiment le fléau du plastique. Et on est aligné avec vraiment cette vision que on va remplacer demain le plastique à usage unique dans le quotidien. On a commencé par la vaisselle, mais on peut avoir plein d'autres applications. Il faut voir grand, il faut lever des fonds, il faut pouvoir embaucher et avoir le plus d'impact possible. C'est avoir de l'impact. Moi, c'est vraiment avoir de l'impact. Une ambition forte, alimentée par des convictions éthiques. Et pour passer de l'ambition à la réalité, il s'agit aussi de répondre à un réel besoin du marché. Dans le cas de Reuse It, le passage de la loi AGEC a eu une conséquence sur les industriels qui utilisaient des couverts en plastique. Et au niveau mondial, c'est 1000 milliards de couverts qui sont jetés chaque année en Europe. C'est un marché colossal et on s'est attaqué à ce marché-là et on s'est dit pourquoi pas développer une formule qui va s'adapter pleinement aux usines, aux industries actuelles de notre région. Il faut savoir que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a la plus riche en termes d'industriels de la plasturgie et on travaille aujourd'hui avec un injecteur qui est basé à Thiers et on a développé une formule 100% naturelle, biosourcée, réutilisable et en fin de vie home compost, donc on coche absolument toutes les cases pour répondre aux besoins des industriels, des clients et des consommateurs finaux. Ainsi, si ce projet d'économie circulaire est viable, c'est parce qu'il se base sur un besoin. Mais sa circularité, qui s'appuie sur les forces de l'écosystème local, le rend encore plus solide. Le mindset circulaire a une autre caractéristique. Il n'a pas peur d'être à contre-courant. La preuve par l'exemple avec Jules Coignard. Et si je prends un autre exemple qui est assez connu dans l'industrie, c'est l'exemple d'Interface, donc une entreprise américaine de moquettes qui a été très précurseur sur le changement de modèle, puisqu'en 94, son PDG a déclaré devant ses actionnaires qu'il n'allait pas parler de l'entreprise mais de la planète et qu'elle allait mal. Il a montré tout
son plan pour transformer l'entreprise à 2020. Un nom que l'on connaît bien dans Au cœur de la boucle, car Michael Cornoud est venu nous parler du modèle d'interface dans notre épisode 2. En attendant, Jules Coignard conclut. Et ce qui est vraiment intéressant avec Interface, c'est qu'ils ont bouleversé leur modèle, justement, avec le changement de conception, le changement de distribution, la récupération des produits en fin de vie. Et c'est intéressant aussi de voir que l'économie circulaire, qu'on arrive à avoir cette vision moyen-long terme, elle montre énormément de capacité de résilience. Quand 8 des 10 plus grands manufacturiers de moquettes se sont un peu écroulés, ou en tout cas ont connu des grosses récessions dans les années 2000, Interface a été un des seuls acteurs qui a continué à avoir des taux de croissance intéressants. Et donc ça montre encore une fois que l'économie circulaire permet d'avoir des gains environnementaux, sociaux, mais aussi économiques. Encore une fois, si on est en capacité d'avoir la bonne vision, les bons investissements pour pouvoir les mettre en œuvre. Vous avez envie de vous lancer sans forcément savoir par où commencer. Si vous travaillez avec un modèle industriel linéaire, vous vous demandez sûrement si vous avez besoin de changer totalement de modèle. Réponse de Jules Coignard. Alors, on peut commencer à pivoter sans changer son modèle. Donc ça, c'est possible. Typiquement, tiens, aujourd'hui, je produis X kilos, X tonnes de déchets de tel type. Aujourd'hui, je les envoie en incinération, par exemple. Est-ce que je peux trouver des nouvelles filières de valorisation qui vont me permettre de valoriser du coup ma matière, potentiellement d'avoir un gain économique associé? Donc ça, c'est des manières assez simples, on va dire, d'entrer dans la circularité. Et pour entrer dans la circularité, on le rappelle, une autre posture est clé, savoir s'entourer. Alejandro Tostado parle en connaissance de cause puisque Shep est partenaire de nombreux acteurs de l'industrie. Si on s'appuie sur des partenaires qui sont déjà expérimentés, normalement, on peut accélérer sur la transformation et surtout, ce qui est très important, réduire les risques. Si on démarre en termes d'essayer de faire tout seul la circularité, peut-être le risque associé est beaucoup plus élevé que si on s'appuie sur quelqu'un qui est en train déjà de le faire. Alors, comment sélectionner les bons partenaires ? Il faut faire un partenariat avec des compagnies qui ont déjà un engagement en faveur de l'économie circulaire. Alors, il faut aussi voir si le partenaire démontre déjà un engagement fort, non seulement en termes d'économie circulaire, mais en termes de politique de RSE, la certification environnementale, évidemment les compétences techniques, s'ils ont des compétences techniques, s'ils ont une volonté et une capacité d'innovation, parce que non seulement l'innovation, mais les investissements peut-être sont très, très importants. Et aussi voir s'il y a une fiabilité, une transparence dans leurs pratiques. Même son de cloche chez Riusit. Si Marie Nagy et son associé sont tous les deux ingénieurs, ils ont quand même fait appel à d'autres expertises pour concrétiser leur projet entrepreneurial. On s'est entouré d'experts. C'était vraiment, nous, important d'avoir un pôle d'experts en biomatériaux, en plasturgie, qui puisse nous épauler et prendre avec nous les bonnes décisions. Sans oublier la partie purement recrutement. Adhérer à des valeurs circulaires contribue à créer une culture d'entreprise saine, au sein de laquelle les équipes s'épanouissent, comme le souligne Jules Coignard. On sait que c'est un sujet crucial pour la compétitivité d'une entreprise. Donc si aujourd'hui je veux être compétitif, si je veux être le leader sur mon marché, j'ai besoin d'avoir les meilleurs talents. Et on se rend compte que pour avoir les meilleurs talents, le sujet environnemental est un sujet prépondérant d'attractivité, de rétention. Donc si je me mets pas sur des sujets d'économie circulaire, je vais avoir moins de chances d'attirer les meilleurs talents et à contrario, au contraire, je vais pouvoir les attirer et les garder motivés le plus possible. Et je pense que d'ailleurs, chez Circulaire en est un exemple puisqu'on a la chance de pouvoir avoir des talents nombreux qui viennent et restent chez nous. Savoir s'entourer et fidéliser ses talents, mais aussi aller plus loin. Le modèle économique de la circularité, poussé à son paroxysme, peut nécessiter de collaborer avec sa concurrence. Mais ne dit-on pas que seuls les leaders rassemblent ? Explication de Jules Coignard. Très vite aussi, on se rend compte que sur certains sujets précis, j'ai même parfois besoin de mes concurrents. Donc j'ai besoin d'une intégration finalement verticale sur ma chaîne de valeur et aussi horizontale auprès de mes concurrents. Puisque si je prends l'exemple de la cosmétique, par exemple, dans laquelle on a lancé une coalition sur le réemploi, si je veux que mon réemploi, donc le réemploi de mes emballages dans l'industrie cosmétique, soit rentable d'un point de vue économique et environnemental, j'ai besoin de massifier, j'ai besoin de mutualiser. Et donc ça, je peux le faire uniquement si je suis à plusieurs marques. En l'occurrence, on a réuni 11 marques pour faire l'expérimentation. Et du coup, en fait, cette valeur d'écosystème et cette valeur d'alliance, elle est absolument nécessaire dans la circularité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va réussir à pouvoir faire passer à l'échelle les modèles d'économie circulaire, casser finalement les plafonds de verre des projets pilotes, et aussi arriver à influencer le marché, que ce soit les consommateurs, les pouvoirs publics, parce que encore une fois, plus on arrive à réunir de puissance industrielle d'une certaine manière, plus on arrive à transformer, à influencer une industrie. À ce sujet, filez écouter notre prochain épisode qui vous expliquera comment vous alliez à la concurrence pour réduire le coût de vos transports.
Et si on ne devait vous dire qu'une dernière chose pour vous convaincre? On vous laisse avec les dernières réflexions de nos expertes et experts. Jules Coignard tout d'abord. On peut faire un parallèle entre la transition digitale qu'on a connue et qu'on continue de connaître et la transition environnementale qu'on est en train de voir. La transition digitale, la transition numérique, elle a bouleversé la manière dont on fait de l'économie, elle a bouleversé la manière dont on produit, dont on vend, dont on échange au jour le jour. Et je suis convaincu qu'on va vivre exactement la même chose sur la partie environnementale et que l'économie circulaire jouera un rôle majeur là-dedans. Et que finalement, les entreprises qui ont été pionnières sur la partie digitale sont aujourd'hui leaders économiques. Celles, au contraire, qui n'ont pas pris ce virage-là, elles ont perdu énormément de compétitivité et se sont trouvées très en retard globalement. Il va se passer la même chose, selon moi, sur la partie environnementale. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les pionniers de l'économie circulaire deviendront les leaders économiques de demain. Et je pense que, et souvent, ça, c'est un parallèle qui fonctionne assez bien pour faire comprendre l'importance de passer sur un modèle d'économie circulaire. Alejandro Tostado revient quant à lui sur l'intérêt économique du modèle, en plus de sa durabilité. Si on parle d'avantages économiques, c'est surtout l'amélioration de la compétitivité et la réduction des coûts. Les entreprises circulaires sont plus résilientes face aux fluctuations des marchés et aux pénuries de matières premières. Et en optimisant l'utilisation de ressources et en allongeant la durée de la vie des produits et en valorisant les déchets, elles contribuent à une réduction des coûts. Aussi, les avantages économiques, c'est l'accès à de nouveaux marchés et le renforcement de la marque. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et accordent une préférence aux produits et services issus d'une économie circulaire. Alors, cela permet aussi d'augmenter la réputation, non seulement auprès des consommateurs, mais aussi auprès des clients ou des investisseurs. Et si on demandait à Marina J si elle changerait de modèle, voici sa réponse. Non, je ne changerai pas parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit que la législation en fait va dans notre sens, on a une vraie opportunité réglementaire. Et ce qui est important, c'est toujours considérer le marché, toujours considérer le besoin client pour s'adapter au mieux à leurs besoins. Merci d'avoir écouté Au cœur de la boucle, le podcast qui porte les voix de l'industrie circulaire.